Quelles autres approches que l'arrachage manuel, on en parlait ce matin, on va revenir sur ce thème avec Arnaud Monti, il est maître de conférence à l'Université de Liège, et lui il est avec nous, donc juste le temps pour lui de rejoindre la scène par le désormais petit couloir que vous connaissez. Voilà, il est avec nous, Arnaud. Bienvenue, la parole est à vous. Oui, donc, bonjour à tous, merci pour cette invitation. Et donc on va encore un peu parler du projet l'AFP Paras, puisque ce que je vais vous présenter est en lien avec les travaux qu'on a menés dans le cadre de ce projet. Donc le projet Riparias, il a été présenté, donc je vais passer très rapidement. Donc c'est un projet pilote qui vise à optimiser la gestion des espèces exotiques envahissantes, vous l'aurez compris, dans les milieux aquatiques et riverains. Et aujourd'hui, on va surtout parler de plantes aquatiques. Donc je vais laisser un petit peu de côté les plantes rivulaires, parce que c'est surtout la balsamine, la berce, on en a déjà parlé. Mais quand on parle de plantes aquatiques, il faut faire une distinction entre deux formes de vie. C'est important pour la gestion. On a les hydrophytes stricts, donc vraiment les espèces qui se développent dans la colonne d'eau, et toute une série de plantes dites amphibies, c'est-à-dire qui ont plutôt tendance à former des tapis à la surface de l'eau, mais qui peuvent aussi s'ancrer dans la berge, voire se développer dans des milieux terrestres humides, ce qui en général complique un peu leur retrait de l'écosystème. Le dessin, vous l'avez déjà vu, c'est donc le résumé de Riparias. Je vais aussi aller rapidement. Donc on a bien cette idée d'améliorer la surveillance, de poser des décisions réfléchies pour prioriser la gestion, et donc de prioriser les espèces sur lesquelles on va travailler, et pour chacune des espèces, grâce à un outil d'aide à la décision qui a été développé dans le projet, eh bien, on va pouvoir cibler les sites qui sont prioritaires. Et choisir, c'est renoncer, donc on ne gère pas partout. L'idée, c'est bien de prioriser. Par contre, une fois qu'on a ces plans de gestion concertés avec les acteurs, on sait exactement sur quel site intervenir pour optimiser l'utilisation de l'argent public. Et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est une fois qu'on a choisi les sites, eh bien, comment est-ce qu'on peut intervenir, sachant qu'on va essayer de viser l'éradication, puisqu'on est sur des zones prioritaires, donc en général des foyers potentiellement très dispersés. Et pour ce faire, on a développé dans le cadre du projet Riparias un guide de gestion assez complet que vous pouvez consulter dans la salle à côté et qui est disponible en ligne, qui reprend de façon très détaillée les méthodes de gestion pour toutes les espèces du projet, qui sont les espèces du règlement européen ou les espèces de la liste d'alerte. Moi, je vais vous expliquer rapidement comment est-ce qu'on en est venu à ce guide, parce que c'est un travail de longue haleine. Donc on a commencé avec un travail de fin d'études d'Elodie, qui est dans la salle, pour faire une grande revue de la littérature de tout ce qui avait été testé dans le monde sur la gestion de ces espèces. Et puis, on a ajouté tout ce qui était plutôt littérature technique, les rapports de projet LIFE, bref, tout ce qu'on pouvait trouver qui était réellement des tests de gestion avec une mesure de succès. Et ensuite, on a classé ça en efficace pour l'éradication, efficace pour le contrôle et inefficace. On a confronté ensuite ça aux acteurs de terrain pour voir la faisabilité réelle et l'acceptabilité de la part des utilisateurs. Et nous avons défini comme des bonnes pratiques de gestion celles qui étaient jugées efficaces, soit pour le contrôle ou l'éradication, qui étaient jugées réalistes, c'est-à-dire sur le terrain concrètement, et puis surtout qui étaient acceptables au niveau légal, sociétal et environnemental. Je ne vous cache pas que là, on a laissé tomber une énorme partie de la littérature anglo-saxonne qui utilise les herbicides. Ça n'a pas été jugé retenable ici, et donc on a perdu finalement beaucoup de ces études, mais on a quand même une série de bonnes pratiques de gestion qui ont pu être développées. Alors, dans le projet AF Riparias, d'une façon générale, dans la gestion des plantes aquatiques en milieu stagnant, la bonne pratique de gestion, c'est l'arrachage manuel. C'est vraiment la méthode qui est de loin la plus usitée, et on l'a vu tout à l'heure, on a déjà eu toutes sortes de retours d'expérience. On voit que c'est assez conséquent comme travail, ça peut être relativement pénible. Mais c'est efficace.
Donc l'arrachage manuel, c'est une méthode qu'on peut utiliser dans la quasi-totalité des situations. C'est très polyvalent, ça montre une efficacité. On a vraiment des beaux cas d'éradication sur des sites qui étaient fort envahis grâce à un effort considérable des acteurs de terrain. C'est vraiment ce qu'on a vu ce matin avec Tido. Et c'est relativement peu impactant sur le milieu, donc ça présente une série d'avantages. Néanmoins, ça reste quand même fastidieux. On a vu qu'il fallait beaucoup de mobilisation d'acteurs, qu'il fallait quand même une certaine abnégation, et il fallait vraiment y croire. Et puis ça peut être tellement chronophage que le fait de travailler sur des chantiers très longs fait qu'on sait faire moins de chantiers sur une saison de végétation. Et ça peut être aussi éventuellement dangereux pour les opérateurs quand c'est très profond, quand il y a vraiment beaucoup de vase, il y a des objets éventuellement contondants dans le fond de l'eau. Donc pour une série de raisons, il est intéressant d'explorer d'autres bonnes pratiques de gestion qui vont être complémentaires à cet arrachage manuel. Et d'ailleurs, quand on parle d'arrachage manuel, il est évident que quand il y a moyen, on sait déjà un petit peu de machines. Ça, ce sont des chantiers d'arrachage manuel faits dans le cadre de Riparias. On a quand même l'utilisation de treuils, de dumpers, de petites machines. Évidemment, dès qu'il y a moyen d'alléger le travail, c'est tout à fait pertinent. Et donc c'est un peu dans le prolongement de cette idée que je vais vous dresser une sorte de panorama des alternatives ou des méthodes complémentaires à l'arrachage manuel qui ont été développées dans le cadre du projet, en sachant que même quand on va travailler avec des méthodes alternatives, très fréquemment, on va devoir repasser en arrachage manuel par la suite. L'arrachage manuel reste, si on vise l'éradication, une étape nécessaire pour les années de suivi et pour aller vraiment rechercher les quelques petits fragments, puisque la plupart des plantes aquatiques se régénèrent par fragments. Donc, première famille de méthodes qui prolonge vraiment ce qu'on vient de voir, c'est l'arrachage mécanique. On va un cran plus loin, au lieu d'un treuil ou de râteau un peu mécanisé, on peut aller vers des méthodes carrément qui font l'usage de machines beaucoup plus poussées. Et c'est particulièrement pertinent quand on a des très grandes surfaces, des grands volumes de plantes, et ou quand on a des difficultés d'accès pour les opérateurs. Donc, on distingue les engins terrestres et les engins aquatiques, mais l'idée est un peu la même, évidemment. C'est de retirer un maximum de biomasse de l'écosystème en un temps relativement court. Ça permet de contrôler la population, c'est-à-dire ça permet de retirer peut-être 90% ou 95% de la biomasse, mais ça ne permet pas en tant que tel de venir à bout des derniers fragments. Et donc c'est une situation intéressante, une technique intéressante pour les situations de très forte invasion. Évidemment, il faut que les machines puissent accéder au site, que ce soit en termes physiques, il faut que le sol soit stable, accessible, mais aussi en termes d'impact éventuel sur des espèces plus sensibles. Donc c'est à réserver dans certaines situations uniques. Ça a été bien documenté, notamment sur la Jussie, qui est en France en particulier souvent arraché mécaniquement, et sur l'hydrocotyle également, mais on peut imaginer que ça a été fait aussi sur d'autres espèces, on n'a pas trouvé de traces, c'est une méthode assez générale. Ce qui est important, c'est que comme on va retirer rapidement des très grandes quantités de déchets verts, de biomasse de la plante, eh bien encore plus qu'avec l'arrachage manuel où il fallait déjà s'inquiéter du flux finalement, pas seulement du devenir, mais du flux concret de matière, on va ici devoir encore plus s'en inquiéter, puisqu'on va vraiment devoir gérer sur un très court laps de temps le déplacement d'une grande quantité vers un exutoire. Cet exutoire, on en a parlé, ça peut être le compostage, éventuellement l'enfouissement, ça peut être une phase de séchage et puis d'incinération, donc il y a plusieurs possibilités, mais c'est vraiment la clé, je dirais ici, c'est de bien anticiper cet aspect de flux, et également de bien connaître la plante à gérer. On ne peut pas intervenir trop tôt, sinon on a du mal à prélever les matelas, les populations denses à la surface de l'eau. On ne doit pas intervenir trop tard non plus, sinon il y a trop de biomasse, ou il y a des risques de production de graines pour certaines espèces comme la Jussie.
Et il y a aussi lieu d'adapter les machines véritablement. Donc là, il y a une expertise de l'opérateur pour trouver le bon grappin qui va permettre d'éliminer l'eau, qui va permettre d'aller chercher les racines de la plante, parce que ce n'est pas uniquement arracher la partie on va dire verte, aérienne, c'est vraiment d'aller chercher l'ensemble du système végétal. Et évidemment, on va travailler de façon qui n'est pas très fine, hein, contrairement à l'arrachage manuel. On va faire des fragments, on va arracher parfois grossièrement, et donc tout le système de biosécurité finalement qui consiste à empêcher que l'intervention propage plus loin les fragments est au centre des préoccupations. Et donc ça peut paraître rapide comme ça d'arriver à une machine et de tout enlever, mais il y a une phase de préparation qui est vraiment nécessaire. On connaît des cas où finalement on a fait pire que mieux de ce fait-là, simplement en laissant partir quelques fragments quand on n'avait pas bien fermé la zone avec des filets, des filets flottants, des grillages, etc. Exemple d'application concret, à Grédoisseau en Belgique, on a utilisé des machines pour en retirer une grande partie de l'hydrocotyle sur une section de rivière. Et vous voyez, avec 610 euros, ce n'est pas tant que ça par rapport à l'ampleur du chantier. Pourquoi? Parce que la première phase a permis d'arracher une très grande quantité. Mais derrière, vous voyez, de 2016 à 2020, c'est bien un arrachage manuel qui a permis de finir le travail jusqu'à l'éradication. Et donc ça illustre bien que ce travail, en fait, est un travail préalable qui facilite le travail des opérateurs manuels. C'est vraiment une façon de gagner du temps avant. Bon, il y a aussi des engins plutôt flottants qui sont réservés à des plus grandes masses d'eau où il est plus difficile d'accéder avec les machines. Donc c'est possible sur des très grandes surfaces, hein, des grands plans d'eau ou des canaux très longs et des situations de forte invasion. C'est un peu plus onéreux parce que ce sont des machines plus spécifiques, moins disponibles, et ça peut avoir des impacts aussi sur les communautés de poissons parce qu'on va le voir, ça remet en suspension des grandes quantités de vases. Mais c'est utilisé assez largement, en particulier aux Pays-Bas, où ils utilisent ces machines flottantes pour gérer toute une série d'espèces exotiques envahissantes qui sont présentes dans des canaux ou dans des grands plans d'eau. Et ça se matérialise sous la forme de ce qu'on appelle un bateau-rateau, hein, donc une sorte de barge pour laquelle vous avez à l'avant une sorte de pelleteuse en treillis, et à l'arrière un râteau dont on adapte les dents pour aller arracher les racines des plantes aquatiques. Et donc à l'arrière on arrache les plantes et puis finalement on vient rechercher avec la partie avant l'ensemble du matériel arraché, et on va le mettre temporairement sur la berge, et puis de la berge elle doit être évacuée évidemment assez rapidement de nouveau vers un exutoire qui est bien organisé, puisque de nouveau on a des grandes quantités de matière végétale. Exemple aux Pays-Bas, sur l'Oranje-Canal, vous voyez ici, ils visaient l'éradication, ils n'ont pas tout à fait atteinte, puisqu'il reste quelques plantes de myriophiles hétérophiles, donc une hydrophyte, vraiment de la colonne d'eau. Pourtant, ils sont passés, vous voyez, 8 fois par mois la première année, et puis 1 fois par mois les années suivantes, avec en plus un parachèvement manuel sur les berges. Il y a quand même 1000 paquets pour arriver à gérer des canaux qui étaient fort envahis. Et donc ils ont un bon contrôle, mais ils n'ont pas encore atteint l'éradication, en tout cas dans les documents qu'on a publiés. Donc ça, c'est une première famille, c'est vraiment tout ce qui consiste à arracher le plus gros avant d'intervenir manuellement. Il y a une autre famille de techniques, avec une autre philosophie, qui consiste à ne pas retirer les plantes, à les laisser sur place, mais à les priver de lumière afin qu'elles meurent sur place et qu'on puisse finalement imaginer la restauration du plan d'eau par la suite. C'est particulièrement utile quand on a des grandes profondeurs, quand on a donc aussi des accès difficiles, ou quand on a des berges colonisées où l'arrachage est difficile parce que la terre est trop dure. On en a un petit peu parlé tout à l'heure. Quand le substrat est très souple, on sait retirer les racines, mais sinon les racines sont cassantes, et donc là ça peut être aussi une option de priver les plantes de lumière et les faire mourir sur place.
On peut utiliser des bâches sous l'eau, enfin des bâches ou des couvertures sous l'eau, ou alors plutôt flottantes. Ce qui est le plus documenté et le plus efficace en général, c'est la couverture dite benthique, donc vraiment sur le fond de l'eau, qui est utilisée sur des grands plans d'eau pour principalement des hydrophytes, et donc qui consiste vraiment à dérouler de la toile de jute sur les plantes. Ça présente pas mal d'avantages finalement, parce que c'est une méthode qui a montré des cas d'éradication assez bon marché finalement, pas trop cher. C'est possible sur des grandes surfaces. Si on utilise la toile de jute, on a un matériau qui est biodégradable, donc qui peut être laissé sur place, qui finira par se dégrader naturellement au bout de 2 ou 3 années, et qui permet sur la toile d'avoir le développement d'une végétation indigène. On peut même éventuellement aider par un ensemencement. Donc ça présente beaucoup d'avantages. Alors ce n'est pas possible partout, il faut évidemment que les eaux soient stagnantes, parce que sinon, avec le courant, on a un risque de déplacement, et il ne faut pas trop d'obstacles non plus, sinon ça devient compliqué de couvrir les surfaces du fond de l'eau. Et alors dans une série de cas, évidemment, on a besoin de plongeurs, ce qui demande un personnel assez qualifié. Et donc c'est aussi une méthode qui a montré comme je vous disais, donc des succès assez intéressants sur principalement des hydrophytes. Il faut évidemment faire bien attention de recouvrir les différents laits les uns sur les autres pour ne laisser passer aucune lumière, hein, c'est bien l'idée, parce que s'il y a un petit peu de lumière qui passe, on a toujours des plantes qui passent au travers, et de gérer l'ensemble de la population, sinon ce qui va coloniser la jute, en fait, c'est l'hydrophyte exotique, et donc c'est vraiment une méthode qu'on essaie de réserver à des cas d'éradication, donc assez je dirais, ambitieux. Et il faut évidemment bien fixer la couverture benthique, parce que même si on est dans des eaux stagnantes, on a des courants avec l'eau, on a les overturns, donc les masses d'eau qui bougent, et donc tout ça doit être bien lesté ou fixé d'une façon. Un autre avantage, c'est qu'on peut réaliser ceci hors saison de végétation. On a vu que pendant la saison de végétation, les contra-rivières étaient déjà particulièrement occupées par les gestions, et donc c'est un avantage non négligeable. Alors je vous parle de toile de jute, c'est le matériau un peu idéal, hein, parce qu'il est biodégradable, il est relativement peu coûteux, mais sur certaines espèces, il n'est pas suffisant, parce que la toile de jute laisse passer quand même un petit peu de lumière, et donc sur les espèces les plus difficiles à gérer, on peut utiliser des bâches plutôt alors plastiques, mais il faudra les mettre et puis les retirer, donc c'est quand même un peu plus compliqué. Exemple en Irlande, qui ont beaucoup utilisé ce système dans les lacs, sur le lac à Rossifon, les lodés à feuilles alternes, où ils ont atteint l'éradication sur toute une série de spots de cette espèce, en déroulant, vous voyez, des toiles de jute de grande dimension, et puis un suivi par plongeur tous les ans, où ils arrachaient les éventuelles petites repousses qu'il y aurait quand même eu de l'espèce. Si on ne peut pas priver de lumière par le fond, il est possible de le faire par le haut du plan d'eau, avec des couvertures dites flottantes, qui elles sont alors d'office en plastique. C'est moins usité, on a trouvé surtout des exemples en Australie sur la Cabomba, mais ça a montré des niveaux de contrôle très intéressants, parfois des éradications sur des petits plans d'eau, et c'est surtout moins sensible aux obstacles. C'est-à-dire que si vous avez beaucoup d'obstacles sur le fond de l'eau, vous ne pouvez pas mettre de couverture benthique, mais vous pouvez toujours mettre des couvertures flottantes. Donc c'est intéressant comme méthode. Néanmoins, c'est plus difficile à mettre en œuvre. Il y a un risque aussi pour les utilisateurs, parce qu'il y a un risque de noyade, en fait, si des animaux ou des gens pensent que c'est une surface dure. Et en plus, ça a un impact assez conséquent sur l'ensemble de l'écosystème aquatique, puisqu'on prive tout de lui. Donc on a quand même des cas qui ont été montrés, hein, comme je vous le disais, en Australie, où ils ont réussi à quasiment éradiquer la Cabomba. Il restait quelques taches, mais c'est assez rapide. Vous voyez que c'est moins d'un an de couverture, et éventuellement les bâches peuvent être réutilisées sur d'autres plans d'eau. C'est plutôt vraiment quelque chose à réserver à des tout petits plans d'eau qui peuvent être recouverts assez facilement. Troisième famille, c'est ce que j'ai mis dans la catégorie des méthodes plus lourdes ou un peu plus drastiques.
c'est ce qui va finalement modifier un peu plus profondément l'écosystème. Et donc, ça peut se justifier dans certains cas, notamment sur des espèces très difficiles à gérer, je pense à la crassule par exemple, et sur des milieux qui n'ont pas d'intérêt majeur en tant que tel. Donc, des endroits très fortement envahis où il n'y a pas de niveau de diversité biologique très élevé. Donc la première intervention assez lourde, c'est le curage. Donc le curage qui consiste à retirer et la plante exotique envahissante et le substrat dans lequel elle pousse pour évacuer le tout. Et on peut éventuellement combiner ça à une couverture de type benthique, je vais y revenir. Alors, le curage permet un très bon contrôle, parfois même une éradication. Donc le curage est intéressant et il peut être combiné à un curage d'entretien. Alors, ça va dans un sens mais ça ne va pas dans l'autre, puisque vous pouvez considérer qu'en gérant l'espèce exotique envahissante, ça va servir de curage d'entretien. Par contre, l'inverse n'est pas vrai. Si vous faites un simple curage d'entretien, vous n'éliminerez pas l'espèce exotique envahissante parce qu'il faut vraiment que le chantier soit pensé pour ne pas faire de fragments, pour vraiment évacuer l'ensemble de la population, nettoyer les machines, etc. Et donc, ce n'est pas suffisant. Mais par contre, voilà, ça peut quand même convaincre un propriétaire, par exemple, de se dire, ok, la gestion est assez lourde, mais vous ne devrez pas curer dans les années qui suivent. Évidemment, c'est une méthode lourde, donc il faut l'accès aux machines et il va surtout falloir penser à traiter les déchets. Or, c'est la partie la plus compliquée. Ça a été montré donc, sur une série d'espèces et de nouveau, le flux de matière depuis le site vers l'exutoire doit être réfléchi avec une législation un peu différente puisqu'il ne s'agit pas de matériel végétal mais d'un mélange de terre et de substrat végétal et en tout cas en région wallonne la législation est plus compliquée dans ce cas-là. C'est un frein réel à l'utilisation du curage. C'est que faire de cette terre. Alors c'est une législation un petit peu compliquée en fonction du volume, en fonction de la présence d'éventuels polluants ou autres. Je vous passe les détails, mais ça reste quelque chose qu'il faut particulièrement bien prendre en compte. Alors oui, on peut combiner ça pour les espèces les plus compliquées, et c'est le mériophile du Brésil qui est représenté ici, avec un bâchage. Pourquoi? Parce que le curage, en général, va vous laisser des berges qui sont nues, qui sont bien remises à plat, et donc dérouler des bâches sur ce genre de situation est assez facile, et c'est des bâches qui pourront être relativement faciles aussi à récupérer par la suite. Bon, ça ne fait pas partie de la méthode du curage en tant que tel, mais c'est une combinaison assez intéressante et qui a notamment été montrée, on va le voir dans l'exemple, en Flandre pour de nouveau la cabomba. Bon, de nouveau, il faut aussi évidemment bien mettre en place les règles de sécurité. Donc oui, en Flandre, on a eu Cabomba caroliniana qui a été observé dans un fossé. C'était une des premières occurrences de cette espèce et donc on peut dire qu'ils ont mis le paquet pour éradiquer cette espèce de ce fossé. Donc ils ont vidé le fossé, ils ont curé l'ensemble du fossé pour retirer le matériel végétal et ils ont ensuite, vous le voyez sur la photo de droite, déployé un bâchage plastique sur toute la surface qui avait été colonisée. Donc ils n'ont laissé, entre guillemets, aucune chance à la plante de revenir et ça a été un succès puisqu'en 4 ans après le début des travaux, ils ont considéré l'espèce comme complètement éradiquée. Dernière méthode, c'est une méthode peut-être moins bien définie, mais qui peut rester une sorte de situation de la dernière chance, quand vous n'avez pas pu utiliser les méthodes précédentes, c'est la modification d'écosystèmes. Le principe est le suivant, vous allez modifier l'écosystème pour que les conditions abiotiques soient en dehors de la niche écologique de votre espèce exotique envahissante. Alors ça peut prendre des formes très diverses. Si par exemple vous avez une petite mare remplie de crassules et que vous rebouchez complètement la mare, eh bien la crassule n'est plus dans ces conditions de croissance, même si il faut faire quand même attention parce que c'est une plante amphibie. Si c'est une hydrophyte, c'est évidemment plus évident. Alors, ça peut poser beaucoup de questions.
c'est une méthode qui peut avoir des résultats très variables dans la façon dont on l'a fait, mais elle permet l'éradication de certaines espèces difficiles, pour qu'on puisse avoir des résultats plutôt rapides. Mais ce changement d'écosystème peut se faire soit vers plutôt, on va dire, une destruction de l'écosystème qu'il faudra compenser, soit vers un autre écosystème qui présente un certain intérêt. Ça peut avoir des contraintes légales, il peut avoir besoin d'un permis. Donc c'est évidemment une méthode qu'on va réserver à des cas particuliers. Et en particulier à des espèces plutôt difficiles à gérer ou à éradiquer. L'absence de la police sur l'ordinateur a complètement démis tout le texte. Ce qui est sûr, c'est que l'écosystème cible, l'écosystème dans lequel vous allez tendre, doit être en dehors de la niche écologique de votre espèce exotique envahissante, mais idéalement doit quand même présenter un intérêt pour la faune et la flore. Donc, on doit utiliser uniquement des espèces indigènes, bien entendu, mais en plus, on doit assurer qu'il est résistant à l'invasion. Donc il y a cette idée de restauration écologique derrière aussi, pour tendre vers un écosystème qui soit au moins aussi intéressant, voire plus intéressant. On peut imaginer des étangs avec une faible diversité biologique qui tendent vers une aulnée alluviale à terme, où on n'a plus l'espèce exotique envahissante et où on a d'autres espèces d'intérêt qui se développent, un habitat Natura 2000 par exemple. Et donc c'est vraiment une approche au cas par cas. Donc, la modification d'écosystème, c'est pas simplement reboucher une mare parce qu'elle a des espèces exotiques présentes, ça peut être vraiment des situations très différentes. Si on a une destruction, il faut peut-être compenser, c'est ce qu'on voit sur le dessin, on détruit un milieu, on en creuse un autre, mais on doit aussi peut-être jouer sur la succession écologique, intervenir de façon plus active en restauration écologique, c'est un peu écho à ce qu'on a discuté hier au colloque de l'utilité. Et donc il y a toute cette réflexion finalement, au-delà de la destruction d'un écosystème envahi, vers quelque chose de plus large et peut-être de réhabiliter un écosystème qui serait intéressant pour d'autres fonctions, tout en éliminant la plante exotique envahissante. Un exemple relativement doux, j'ai envie de dire ici à Randeux en Belgique, ou dans les Ardennes, où on a finalement un étang qui s'asséchait naturellement, qui était envahi par la Jussie, et donc l'idée de départ était plutôt de curer et autres, et finalement la décision était de laisser s'atterrir l'étang pour tendre vers une forêt alluviale où la Jussie ne trouvera plus ses conditions de croissance. Alors, voilà le panorama des différentes méthodes qui ont été développées dans le guide que vous pouvez retrouver sur notre site. J'insiste quand même sur le fait que, évidemment, ce sont des choix séparés, mais vous pouvez les combiner. Il est évident qu'un gestionnaire peut très bien imaginer d'utiliser de la privation de lumière en certaines zones, de faire intervenir des machines sur certaines zones, de combiner ça avec de l'arrachage manuel. Chaque maître d'œuvre va devoir combiner avec les bonnes pratiques de gestion pour mener l'objectif qu'il s'est fixé, c'est-à-dire l'éradication ou le contrôle à long terme de la population. Alors ça peut paraître peu, et plutôt que des conclusions, je vous propose d'ouvrir vers des méthodes qui ont été abordées mais pas retenues, et on peut en discuter. C'est-à-dire que ce sont des méthodes qui peuvent être considérées dans certains cas comme des bonnes pratiques, et puis parfois par certains qui ne le sont pas. La première, c'est la mise en assec qui, a priori sur des plantes aquatiques, présente un intérêt. Mais donc, elle présente un intérêt parce qu'elle est relativement simple, peu coûteuse si vous avez des systèmes de moines, par exemple, qui permettent de vider l'eau. Et en plus, les périodes de gel ou les périodes estivales peuvent vraiment diminuer la vigueur des populations de plantes exotiques. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas retenu ça? C'est parce qu'en Belgique, avoir une longue période d'assec, bah souvent c'est assez aléatoire. Il y a toujours bien une pluie qui vient remettre de l'eau dans votre système que vous voulez le plus sec possible. Et donc ces méthodes sont très documentées dans les climats méditerranéens ou les climats plus continentaux. On a jugé que dans le cas belge, ou en tout cas en Europe de l'Ouest, c'était plus aléatoire. Néanmoins, ça peut être un des éléments de la boîte à outils du gestionnaire, c'est de mettre en assec pour faciliter les travaux, l'accès aux machines. Et alors, une dernière méthode, un peu plus controversée, c'est l'utilisation d'un poisson exotique, la carpe herbivore, on parle aussi de carpe amour, qui est donc, le poisson que vous voyez là, c'est un poisson qui peut atteindre des grandes tailles et qui se nourrit, entre autres,
de plantes exotiques envahissantes aquatiques. Bon, le gros avantage, c'est que c'est de l'ingénierie écologique, c'est l'animal qui travaille et pas les humains. C'est un peu l'idée du pâturage, en quelque sorte, de la plante aquatique. Ça, évidemment, c'est très intéressant. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas retenu? C'est parce que, d'une part, cette espèce ne consomme pas toutes les plantes aquatiques de la même façon. Elle a des préférences alimentaires et pour certaines plantes, comme la jussie, par exemple, elle ne la consomme quasi pas. Contrairement à son nom de carpe herbivore pour l'indiquer, elle ne mange pas que des plantes, elle peut aussi avoir un impact sur la faune, la croix invertébrée. Il n'est pas toujours facile de se procurer des individus triploïdes stériles, or c'est une condition sine qua non pour obtenir les autorisations pour utiliser cette espèce, et il faudrait idéalement en plus les récupérer par la suite. Et donc, a priori, ça paraît intéressant, c'est un peu l'idée du troupeau de chèvres qui mange l'ardouet, c'est un troupeau de carpes herbivores qui va manger vos plantes aquatiques, mais dans la pratique, c'est quand même un petit peu plus compliqué que ça, et donc c'est une méthode qui, au final, n'a pas été retenue, mais je vous la donne quand même parce qu'on l'a vu aussi dans le projet Riparias, elle a pu faire aussi partie de la boîte à outils des gestionnaires. Voilà, je vous remercie de votre attention, et je vous invite à aller télécharger les guides si ça vous intéresse, si vous êtes confrontés, parce qu'ils sont évidemment beaucoup plus complets que ce que je vous raconte ici en 20 minutes. Ce sont des guides assez conséquents, et il y a notamment toute la planification du chantier qui est aussi envisagée. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Arnaud pour cette présentation.